Yeah. Uh-huh. This one's for our beloved Chateau. Nous, on est là à Cotonou, on est à la zone 5. On rend grâce à Jah Tout-Puissant parce que le film a pu se passer et des gens sont venus. On a eu ici de la visite des amis, autant des familles d'expatriés, des gens de l'international qui sont venus, qui sont dans le quartier, autant la fraternité, quelques membres des frères Rastafari qu'on aime beaucoup, dont Lando Rasta et mon frère Blacky qui est là aussi, et tous mes autres frérots et sœurs qui sont là. Donc, et on a vu ce film avec beaucoup d'intérêt. Tout le monde a vraiment fait preuve de beaucoup d'intérêt, de présence. C'était super. Donc, on est là. On est là pour entendre. On vient de le finir, puis on t'appelle dans la même lancée. Yes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous avez pu voir le film, qu'il ait pu être projeté au Bénin. Ça me fait énormément plaisir. Et j'aurais aimé être parmi vous, mais déjà, grâce à la technologie, on arrive à communiquer. C'est parfait. Moi, en tout cas, ce qui m'a, je pense, le plus percuté, c'était aussi à la fin le lien entre, c'est comme la pertinence du message Rasta avec la réalité de la Babylone destructrice, quoi, du système destructeur qu'on voit en ce moment avec le Covid, avec les crises, avec les guerres, avec le, tu vois, avec Oui. donc ça, c'est pertinent, quoi, c'est pertinent. Moi, c'est mon petit ressenti personnel. Mais donc, est-ce que tu peux commencer par nous dire qu'est-ce que veut dire le titre? Le film s'appelle I and I. Qu'est-ce que ça veut dire I and I? En général, je commence par expliquer ça parce que c'est le titre et parce qu'on entend souvent cette expression dans le film. Et en fait, j'ai cherché un titre pendant longtemps et quand j'ai découvert cette expression du langage Rasta, I and I, je me suis dit que ça correspondait vraiment au film. En fait, I and I, c'est une façon d'arrêter de dire je, de se voir comme un individu, mais se voir dans un tout. Donc, au lieu de dire toujours moi, je, c'est plutôt un ensemble. On est dans un ensemble. Et donc, le I, dans le langage Rasta, il est très important parce que on dit que le I, il se tient droit, alors que le U, il est bancal. Et le I, c'est aussi un. Ça va être le un et ça va être aussi I en anglais, donc plus haut, le tout-puissant. Donc, c'est aussi son moi intérieur et son moi spirituel. Donc, j'ai trouvé cette expression très intéressante. Et en fait, je me suis dit que c'était très compliqué en fait de définir Rasta et que moi mon travail ça a été d'aller voir plein de personnes différentes. J'ai rencontré plein de personnes qui m'ont expliqué ce que c'était pour eux que Rasta et c'était un petit peu comme si j'étais allée voir I and I and I and I et que ça formait un tout. Donc par toutes ces personnes que j'ai rencontrées parce que j'en ai rencontré beaucoup plus, bien sûr, que tous ceux qui apparaissent à l'écran. J'ai fait 41 interviews en tout et il n'y en a plus que 18, il me semble, dans le film. Donc, il y avait vraiment beaucoup de rush. Donc, toutes ces personnes ont réussi à m'expliquer ce que c'était que le mouvement Rasta. Mais c'est très exhaustif. Il y a encore énormément à dire et énormément de personnes à rencontrer. Et comment ça t'est venu l'idée de faire un film? Alors, moi, à la base, j'ai fait des études d'audiovisuel, mais plutôt dans le son. J'ai fait pas mal de petits tournages avec des amis en amateur en tant que technicienne son. Et j'aime aussi beaucoup les voyages. Je suis partie souvent pour de longs voyages, parfois seule. Et j'aime beaucoup aller à la rencontre d'autres cultures, de nouvelles cultures. Et donc, je me suis dit, si je pouvais allier ça, réussir à faire de l'audiovisuel et du voyage et montrer ce que je découvre, ce serait génial. Et en fait, ça s'est un peu imposé à moi, on va dire, comme une évidence. C'était en 2014, quand je suis allée au Sénégal, j'ai rencontré un jeune homme sur la plage qui m'a dit qu'il était rasta. Et donc, moi, je n'ai pas compris de quoi il me parlait parce qu'il n'avait pas de dreadlocks. Et puis, il ne correspondait pas au cliché que je me faisais du mouvement Rasta. Et donc, il m'a parlé d'Haïlé Sélassié et de sa foi et de Marcus Garvey. Et donc, j'ai commencé à comprendre un peu mieux de quoi il s'agissait. Je me suis dit, c'est vraiment beaucoup plus profond que ce que je pensais. Donc, j'ai gratté, j'ai fait des recherches et je me suis dit que ça valait vraiment le coup
pour moi-même déjà d'aller en voyage à la rencontre des membres du mouvement Rasta. Et donc, j'ai appris à me servir d'une caméra et je suis partie à l'aventure pendant 8 mois en voyage au Ghana, en Éthiopie, en Jamaïque, Martinique, Sainte-Lucie et Dominique. Et, euh, et donc, ça a été un grand Wow. voyage, des rencontres sublimes. Et puis, oui, on va dire 8 mois d'immersion totale dans le mouvement Rasta. Et donc, voilà, c'est arrivé un petit peu à moi comme ça. Et puis, tout s'est enchaîné, tout s'est passé comme si j'étais guidée, je dirais. Et j'ai rencontré les bonnes personnes sur mon chemin. Et voilà, je pense que, en tout cas, je suis très, très fière d'avoir fait ce film parce que justement, comme je disais, je connaissais pas la prise de vue, ni le montage. J'ai appris un petit peu tout sur le tas. J'ai fait une grande partie du film seule. J'ai eu après une aide précieuse, surtout à la post-production. Et je suis très fière du résultat. Donc, j'ai pu après le montrer en festival, en médiathèque, dans certains petits cinémas. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un impact. Je pense que les gens ressortent du film en ayant compris quelque chose, en ayant envie de partager. Pour moi, c'est tout réussi. Yes, ben, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Je propose de. Moi, j'ai plein de questions, puis on en avait discuté aussi de sujets qu'on peut parler, mais je propose de faire un check avec la foule, voir s'il y a des réactions à chaud. Donc, Yassai, la famille, bonsoir tout le monde et tout. Donc, je sais pas si quelqu'un, on est tous ensemble ici, là, on a vu le film. Ça, c'est la Sista Julie, je veux dire, c'est vraiment, on n'est pas dans on est dans l'informel, mais l'humain, quoi. On est dans l'informel, c'est vraiment l'humanité ici, quoi. Donc, est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire, un sentiment qu'il veut partager? Yes, I. C'est Blacky, on est là. Yes, Merci beaucoup, ma soeur. Oui, viens, il faut venir devant pour parler. Tu sais, moi, je me retrouve trop dans ce que tu as fait, tu vois. Moi, j'ai fait le Ghana, j'ai fait le Babylone, j'ai fait beaucoup d'endroits, tu vois. Et je ne sais pas comment te remercier et tout. Mais la question que je veux te demander, tu sais, il y a des bons grains et des mauvais, tu vois. Ou bien il y a tout dans le Rastafari. Est-ce que dans toutes tes péripéties, là, tu n'as que vu du joli, du bien, du Ayana, ou bien tu as été aussi confronté à des trucs qui sont bizarres parce qu'il y a les fous et il y a les rastas. Tu oui. comprends, non? Donc, Oui, moi, je veux juste voir si tu as rencontré les fous ou soit tu as rencontré que les rastas. One love. Merci. Respect. merci à toi. Oui, je voulais dire, j'ai choisi en fait de présenter ce film du point de vue des Rastas. Pour moi, c'était important parce que moi, on va dire il y a 6 ans, je connaissais rien de Rasta, donc je suis pas la bonne personne pour présenter le mouvement, et donc j'ai choisi d'aller à la rencontre des gens et qui parlent par eux-mêmes. Et en fait, c'est vrai que tous les personnages que vous voyez dans le film, c'est des personnes qui m'ont touchée et que, en fait, comment dire, j'ai senti qu'ils avaient une vraie foi au fond d'eux et qu'ils vivaient la Liviti Rasta. C'était pour moi les exemples que j'avais envie de montrer. Après, c'est vrai que sur ma route, j'ai rencontré plein de gens différents. Au départ, quand je commençais à dire que je faisais des recherches sur Rasta, les gens me disaient ah ben regarde là, il y a quelqu'un avec des dreadlocks, va lui parler. Et du coup, je disais bah non, pas forcément. Il faut d'abord que je découvre la personne, que je sache si c'est vraiment quelqu'un qui suit la foi Rastafari ou si c'est quelqu'un qui porte des dreadlocks. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, petit à petit, il a fallu que je trouve un petit peu les personnes qui pour moi représentaient Rasta. Et après, c'est vrai que je suis tombée des fois, j'ai été assez déçue des fois à la rencontre de certaines personnes qui m'ont demandé beaucoup d'argent, par exemple. Après, ça, je peux aussi comprendre parce que je suis allée dans des endroits où il y a beaucoup de misère, où
ils m'ont vu arriver avec une grosse caméra et donc on m'a demandé de l'argent pour les interviews. Moi, j'avais pas du tout de budget, donc j'ai refusé, mais ça se comprend. Mais parfois, c'était un petit peu gros et un petit peu trop. Ou alors beaucoup de drague, par exemple, ou des gens qui me donnent des discours très très pieux, et puis finalement je découvre que c'est pas forcément les principes qu'ils suivent dans leur vie. Donc oui, j'ai rencontré toutes sortes de personnes différentes, mais moi j'ai voulu montrer tous les gens qui m'ont inspirée et qui pour moi suivaient vraiment des principes, ils suivaient les principes dont ils parlaient, et du coup voilà, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, mais après j'ai eu souvent des débats avec un ami qui me parle de vrai rasta et de faux rasta. Et ça, j'aime pas trop ces expressions-là. Je vais dire qui je suis, moi, pour juger qui est rasta ou pas rasta. Je dis juste que voilà, c'est les personnes que j'ai eu envie de montrer et qui, pour moi, vont inspirer tout le monde, en fait. Ce que j'ai aimé quand je suis allée montrer les films dans plein d'endroits différents, donc à des gens de plein d'origines différentes, d'âges différents, dans des lieux très différents. J'ai vu plein de gens qui se sont sentis touchés, en fait, en se disant mais moi aussi j'ai envie de vivre en dehors du système, j'ai envie de vivre plus proche de la nature, j'ai envie de vivre ma foi sans forcément suivre une religion ou des préceptes qu'on m'impose. Et en fait, j'ai trouvé que ça a touché énormément de gens, et donc que tout le monde peut se sentir proche du mouvement Rasta. Donc faux Rasta ou vrai Rasta, ça me plaît pas beaucoup. Mais voilà, en tout cas, c'est les personnes qui m'ont le plus touchée que vous avez vues dans le film. C'est vrai que même en Afrique d'aujourd'hui, les préjugés sur les Rastas sont nombreux, quoi. Ici, un Rasta, c'est pas forcément synonyme d'un sage ou d'un saint dans la Oui. société, quoi. Alors Tout au oui, contraire, disons. au C'est début, plutôt bon, c'est les bandits carrément, quoi. ouais. Donc en fait, on a eu une première rencontre avec les frères, avec des frères qui ont commencé un groupe qui s'appelait le groupe de la famille Entraide de Rasta et tout. On a eu une première rencontre et tout. Et ce qu'on a eu dans cette méditation-là, c'était que la mission numéro 1, c'était de en fait redorer l'image de Rasta et de en fait clarifier les fausses conceptions qui ont autour de Rasta. Parce que comme il a été écrit dans la Bible, à cette époque-là, beaucoup viendront en mon nom, mais seront pas moi, quoi. Et ils seront beaucoup les faux prophètes et les loups habillés en moutons, tu vois. Donc c'est très pertinent comme conversation. Fait que c'est ça, c'était un peu mon rebondissement. Je vais redonner le micro à la foule. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je sais pas si tu... Ah, ouais. Mais très bien, très beau, très bon film. C'était super intéressant. Et j'ai une petite question parce que j'ai vu d'autres documentaires par le passé dans lesquels on voyait dans le mouvement Rasta, il y avait encore différents mouvements avec différentes croyances selon les régions, selon leurs tribus. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que vous les avez côtoyés? Est-ce que vous avez vraiment côtoyé différents mouvements? Et j'aurais une deuxième question aussi, c'est comment vous avez rencontré les gens que vous avez interviewés? C'est-à-dire, est-ce que vous les avez rencontrés, est-ce que vous avez préparé ça en amont, ou, enfin, voilà. Quelle a été votre démarche? Donc en fait, oui, dans le mouvement Rasta, il y a vraiment plusieurs branches. Il y en a beaucoup, mais il y en a 3 principales. On appelle ça aussi les maisons. Il va y avoir le mouvement Nyabinghi, le mouvement des 12 tribus d'Israël et le mouvement Bobo Shanti. Donc en fait, pour moi, c'est les 3 plus grosses. Et donc on va trouver, c'est pas vraiment une question géographique, parce que dans chaque pays, on va trouver toutes ces branches. En fait, c'est plutôt une question d'organisation et de croyances qui sont un petit peu différentes. Si je veux simplifier, on va dire que le mouvement Nyabinghi, c'est le plus ancien, qui
ouais, c'est un petit peu compliqué. Ouais, pour moi, ça va être le plus ancien. Ensuite, il va y avoir les 12 tribus d'Israël qui ont été créées par le prophète Gad et qui ont beaucoup de principes avec, en fait, c'est le mois où on est né, ça correspond à une personne, en fait, un des fils d'Israël. Et du coup, il y a comme ça il y a plein de représentants de chaque mois. Il y a vraiment beaucoup de principes à suivre, mais c'est une maison qui va être présente vraiment dans tous les pays et qui va être très organisée. Et c'est eux qui ont fait aussi tout un mouvement où chaque membre des 12 tribus d'Israël donnait un petit peu d'argent, un tout petit peu d'argent toutes les semaines, mais ça permettait de renvoyer des gens vers Chachamané. Donc en fait, c'est la maison qui va être le plus représentée à Chachamané, les 12 tribus d'Israël. Et ensuite, il y a la maison Bobo Shanti, et ça, c'est donc la branche qui, pour moi, est un petit peu plus stricte, qui va avoir des principes très droits en ce qui concerne les règles de vie dans le camp Bobo Shanti. Donc voilà, il va y avoir ces 3 maisons que j'ai rencontrées, mais que j'ai pas forcément choisi de développer dans le film parce qu'il y avait déjà énormément de choses à dire en 53 minutes. Et voilà, je pensais qu'il fallait d'abord essayer d'expliquer un peu plus la Lévitie, la foi, et puis revenir sur l'histoire, expliquer qui était Marcus Garvey, Haïlé Sélassié, Sa Majesté. Donc c'était, voilà, pour moi c'était pas une critique du tout. Hein. C'était pas une critique du tout. Hein. C'était juste par curiosité, pour en savoir un peu plus, quoi. Mais enfin voilà, c'est pour ça que j'ai pas développé. Ça paraissait un peu c'était assez long à expliquer. Mais oui, c'est des branches qu'on va retrouver un petit peu partout. C'est-à-dire que si vous allez à Chachamané, il va y avoir un tabernacle Nayabingi, un camp Bobo Shanti et un camp des 12 tribus d'Israël. Et un petit peu partout, voilà, dans des lieux où il y a beaucoup de Rasta, vous allez trouver comme ça ces rassemblements par maison. Et il y a aussi plein de dreads qui sont indépendants, hein, qui ne sont pas dans les maisons, n'est-ce pas? Ah ben oui, bien sûr, oui. Carrément. Il va y avoir aussi plein d'autres organisations. Je peux aussi... Je pense qu'il y a une question d'un frère qui demande mais c'est où le lieu là que tu parles où ils se retrouvent tous? Je pense que c'est Chachamani qui est en train de demander. Alors, il demande ce lieu-là. Donc Chachamani, c'est donc un lieu en Éthiopie. C'est des terres qui ont été données par Haïlé Sélassié pour tous les Noirs du monde qui voulaient se rapatrier en Afrique. Quand il a compris l'ampleur du mouvement Rasta, c'est-à-dire c'est surtout arrivé au moment où il est allé en Jamaïque et qu'il a vu qu'il était considéré vraiment comme un dieu, qui s'est dit bon bah alors il va falloir aider tous ces gens qui veulent revenir vers l'Afrique, et donc il a donné des terres à toutes les personnes qui voulaient se rapatrier. Donc ça, c'est des terres qui ont été données dans la ville de Chachamané, qui est une grande ville, hein. C'est un quartier, on va dire, de cette grande ville qui est au milieu un petit peu d'un trafic à la fois automobile et qui est pas non plus le Zion que pouvaient imaginer, je pense, les gens qui se sont rapatriés. Mais en tout cas, c'est des terres qui ont été données et les gens sont venus petit à petit. Il n'y a pas eu vraiment un mouvement à un moment. C'est surtout des terres où pendant des années, des dizaines d'années, des gens sont venus petit à petit. Et donc, c'est à 300 km au sud de Addis Abeba. Et le fait que les gens soient arrivés petit à petit, c'est assez compliqué en fait de légaliser tout ça, de réussir à avoir des terres et à devenir propriétaire de ces terres qui ont été données. Et en fait, il y a quand même beaucoup de conflits avec les gens qui vivaient sur ces terres, qui appartiennent à une autre ethnie que l'ethnie de Sa Majesté. Et donc, il y a quand même énormément de conflits voilà, pour essayer de prouver la propriété de chaque terre. Donc, c'est pas... Pour question, là, c'est quoi l'ethnie de Sa Majesté? Parce qu'en ce moment, dans le monde, en Éthiopie, il y a un conflit ethnique. Mais oui, les 2 ethnies principales en Éthiopie, c'est les Amharas et les Oromo. Et donc, Sa Majesté appartenait aux Amharas. Et en fait, il y a un conflit depuis toujours entre ces 2 ethnies.
Et donc, les terres qui ont été données à Chachamané, c'est des terres qui appartiennent aux Oromo. Et donc, ça a créé beaucoup de conflits que j'ai sentis, moi, vraiment, hein, à Chachamané, c'est clair. Et en fait, c'est un petit peu ça qui a explosé aussi depuis 1 an et demi. Les grosses violences qu'il y a en ce moment en Éthiopie et qui ont touché énormément Chachamané. Il y a eu énormément de commerces qui ont été brûlés, des personnes tuées, énormément de violences. Donc ça découle complètement du conflit entre ces deux ethnies qui existe depuis très longtemps et qui vient d'exploser. L'autre question, c'était, je vais la rappeler, comment est-ce que dans tous ces voyages, comment elle a fait pour rencontrer des Rastas, quoi, dans les pays où elle est allée, là, comment elle a fait pour rencontrer les Rastas en question? Et tout à l'heure, je vous disais un peu que je m'étais sentie guidée, mais c'est parce que j'ai fait d'autres choses avant de me lancer dans ce projet-là, dont la protection des animaux. Et je suis partie en bateau pendant longtemps pour essayer d'arrêter les braconniers à un certain poisson sur un bateau de Sea Shepherd, d'une grosse ONG. Et en fait, ce bateau nous a emmenés un petit peu partout dans différents océans. Et la première fois qu'on a vu la Terre après 4 mois et demi de bateau, c'était le Ghana. Et donc, tous les gens qui étaient avec moi sur le bateau ont voulu repartir vers leur pays respectif. Et j'étais la seule à dire, mais moi, je veux rester au Ghana. Vous me décalez mon avion et je reste un petit peu ici. Et du coup, c'était vraiment la surprise. Je ne pensais pas arriver au Ghana. J'avais déjà fait beaucoup de recherches et je savais où je voulais aller. Je voulais aller voir certaines personnes. Enfin, en tout cas, je n'avais pas de personnes fixes, de nom à aller voir, mais il y avait des lieux où je voulais aller, notamment le camp Bobo Shanti, les 12 tribus d'Israël. En fait, j'ai voulu aller voir. Je suis allée à la recherche des Rastas une fois que je suis arrivée au Ghana. Et le premier jour, je suis allée chercher une Bible, voilà, pour commencer à lire un chapitre par jour. Et là, je suis tombée sur un premier Rasta qui parlait français. Et ça a été mon frère du début, on va dire, de mes recherches, qui m'a présenté d'autres personnes. Et là, j'ai déjà rencontré énormément de gens très intéressants. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, il faut que je continue. Et donc, quand je suis repartie cette fois-ci avec une caméra et vraiment un projet un peu plus concret, je suis retournée voir ces personnes-là, les personnes que j'avais rencontrées dès le départ au Ghana. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées, je leur ai dit, je vais en Éthiopie. Ils m'ont dit, si tu vas en Éthiopie, va voir telle et telle personne de ma part. Donc, j'arrivais avec on va dire, la confiance des frères et sœurs du Ghana. Donc, ça a été plus simple, on va dire, pour aller aborder les gens parce que c'est quand même c'est quand même un challenge d'aller voir quelqu'un et lui dire j'ai envie que tu te confies à moi, que tu m'expliques pourquoi tu vis comme ça, en quoi tu crois. Et voilà, que les personnes réussissent à me faire confiance, c'était un peu compliqué. Mais du coup, le fait d'arriver de la part de quelqu'un, c'était beaucoup plus simple déjà. Et après, il a fallu que j'explique mon projet et que j'explique pourquoi j'étais là. Ils ont, à mon avis, compris que j'avais pas énormément d'intérêt, j'avais pas d'intérêt financier, ou j'étais là que pour comprendre et pour essayer de passer le message. Et je pense que c'est comme ça que ça a bien marché. Et après, il s'est passé la même chose de l'Éthiopie vers la Jamaïque. J'avais même des cadeaux à aller donner à certaines personnes en Jamaïque. Et donc, tout s'est enchaîné un petit peu comme ça. Par connaissance, parce que je me suis rendu compte que Rasta, c'est un petit monde, en fait, et que tout le monde se connaît d'île en île et de pays en pays. Il a dit merci beaucoup pour tes réponses. Je sais, merci. Blacky, reviens. Viens, Blacky, viens. S'il te plaît. Ouais, ce que je veux te demander, c'est quand ta venue au Bénin, parce que moi, j'ai un camping, je vis presque dans la brousse à Cotonou. C'est ça, on t'invite au Bénin. Moi, j'ai fait aussi le Ghana, je sais ce qui t'a chauffé et tout. Ghana, c'est le temps. On l'invite tous ensemble à venir nous visiter à Cotonou, quoi. Ouais, on t'invite. Ouais. Avec grand plaisir. Là, tu auras aussi la chaleur du Bénin comme le Ghana, quoi.
Ah, c'est One Love ici, hein. Respect. C'est One Love, hein. Mais j'avais ça en tête déjà il y a 2 ans. Je voulais venir au Bénin et puis j'avais ça en tête. Et puis il s'est passé plein d'autres choses. Et puis il y a eu le Covid. Et là, c'est de plus en plus compliqué. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir voyager là, dans les temps qui arrivent, mais c'était vraiment mon but. Je voulais venir au Bénin déjà. Donc, il y a déjà mon film qui est parti. Et puis, dès que je peux, je viendrai tous vous rencontrer. Yes. Merci pour l'invitation, en tout cas. Ouais, c'est pareil. Bonsoir Julie. Bonsoir. Moi, j'ai peut-être quelques petites questions de compréhension. Est-ce que tu as peut-être une information sur l'influence de la religion, bien de la Bible, sur le rastafarisme? C'est une question que je me pose beaucoup le plus souvent. Et Ça, aussi, ça. En fait, Kouété, il est arrivé après le documentaire. C'est vrai que le documentaire, il a parlé de ça. Donc, peut-être qu'elle peut-être elle développera depuis peut-être son propre, peut-être il rajoutera en tout cas tu pourras dire un commentaire sur le lien entre la religion, la religion puis le Rastafari, la Bible et le Rasta. Voilà. Aussi peut-être une seconde question. Parmi les personnes que tu as rencontrées, c'est dommage que je suis venu en retard, peut-être ça a été déjà retracé. Est-ce que tu as senti quand même qu'il y a des jeunes qui sont dans le mouvement aujourd'hui? En Jamaïque, par exemple, on sait que Bob Marley était quand même un porteur de messages via le Rastafarisme. Est-ce qu'après sa mort, il y a eu un déclin, l'engouement est toujours au même niveau, ou bien tu sens quand même qu'il y a un déclin? Et selon toi, quel est l'avenir du Rastafarisme en fonction de tous ces voyages que tu as faits? Selon toi, personnellement, ça peut ne pas être vraiment ce qui va arriver, mais selon toi, personnellement, ton expérience. Oui, merci. Merci pour tes questions. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur ces sujets. Merci de me mettre le doigt dessus. Kouété s'appelle. Oui. Donc, au niveau de la Bible, c'est vrai que moi, ça m'a assez étonnée de découvrir que les Rastas suivaient la Bible, en particulier l'Ancien Testament. Et selon les maisons dont je parlais tout à l'heure, c'est des éditions différentes, mais en tout cas, c'est l'Ancien Testament. Et ce qui m'a beaucoup plu et interloqué, c'est que j'ai rencontré énormément de Rastas sur mon chemin qui connaissaient par cœur la Bible, mieux que beaucoup de chrétiens que je connaissais en France, ou voilà, de gens qui avaient lu ou qui allaient à l'église, mais qui connaissaient que certains passages. Et quand on m'a dit, les Rastas que j'ai rencontrés m'ont dit, j'ai lu la Bible en entier plusieurs fois, c'est vrai que ça m'a énormément touchée, et je me suis dit, enfin, j'ai compris beaucoup plus de choses, et j'ai compris leur foi en tout cas. Et donc, ce que je peux dire, c'est que la plupart des Rastas que j'ai rencontrés suivent ce principe-là. Les 12 tribus d'Israël vont prôner de lire un chapitre par jour, en se levant le matin, lire un chapitre de la Bible et y réfléchir toute la journée. Et en faisant comme ça tous les jours, on arrive à lire la Bible en entier au bout de 3 ans et demi. Et voilà, pour moi, c'est une belle étude de ce livre sacré. Et après, ce que je peux dire, c'est que j'ai aussi rencontré des Rastas qui ne suivent pas la Bible. Donc après, c'est vraiment, chaque personne est unique et chaque personne choisit sa foi et sa divinité. Mais voilà, en tout cas, je dirais que la base commune, ce serait plutôt la croyance en Haïlé Sélassié comme un être divin, plus que l'étude de la Bible. Mais voilà, c'est ce qui, à mon avis, va d'abord rallier tous les membres du mouvement Rasta. Et après, au niveau de tous les Rastas que j'ai pu rencontrer dans différents pays, c'est vrai que c'est assez différent selon les pays, parce que l'histoire est différente. Par exemple, dans le film, j'ai choisi de beaucoup montrer les Rastas de Dominique. En fait, en Dominique, ça a été... j'ai eu un accueil très froid, parce qu'ils se sont demandé c'est qui cette journaliste qui vient nous poser des questions sur le Dread Act. C'est encore assez dangereux, en fait, d'être Rasta là-bas. En fait, il y a eu énormément de personnes qui ont fait de la prison parce qu'ils sont Rastas, et ils ont perdu beaucoup de frères.
et de sœurs. Et du coup, c'est encore pour eux, c'est assez compliqué de parler de ça à une inconnue. Et en fait, il y a un petit noyau, on va dire, qui reste soudé, mais pas très ouvert aux autres. Et, enfin, c'est pour dire que j'ai eu plus de difficultés des fois à aller ou à réussir à me faire intégrer dans des groupes, alors qu'en Jamaïque, c'était beaucoup plus simple parce que en Jamaïque, c'est maintenant c'est vraiment dans le quotidien. Il y a énormément de rastas ou de gens oui, qui suivent un petit peu le mouvement, mais qui ne sont pas forcément dans la Liviti. Mais du coup, ça devient de plus en plus bankable aussi, on va dire. Il y a pas mal de tabernacles où on m'a dit on se sert un peu des anciens rastas pour faire de l'argent en faisant des CD ou en utilisant des icônes, etc. Et donc, des fois, on s'éloigne un petit peu des principes rasta. Et donc, dans chaque pays, ça va être un petit peu différent, je trouve, la façon d'aborder rasta et la façon de se servir de l'image de rasta. Et donc, en ça a changé, je pense, par rapport à l'époque de Bob Marley ou à l'époque des débuts du mouvement. Et donc, ça continue à évoluer. Mais ça, c'est propre à chaque pays, je pense. Voilà, je pense que ça dépend de l'histoire de chaque pays. Ok, merci. On a une question ici d'un frère. Il va la poser en anglais et je vais la traduire vite fait. Marley demande, est-ce que Rastafari, c'est une culture ou une religion? Merci pour la question. En fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées, membres du mouvement, vont me dire c'est pas du tout une religion. Il y a plusieurs expressions ou mots qui sont utilisés, mais moi j'ai voulu dire que c'était une philosophie de vie, parce que pour moi c'est d'abord une foi qui va après impliquer un mode de vie, et donc voilà, ça englobe plein de choses différentes, à la fois un mode de vie, une spiritualité et des croyances. Donc pour moi c'est une philosophie de vie. Mais je me suis souvent retrouvée face à des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette expression. Voilà, après, je pense que chacun peut un peu réfléchir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'est un mouvement, à mon avis. Et moi, je dirais que c'est une philosophie de vie. Mais après, ça englobe une spiritualité. Mais religion, c'est forcément avec des préceptes. Et je crois que c'est pas ce qui correspond à la philosophie de vie Rasta. Le frère demande, est-ce que Rasta croit en Dieu? Moi, je dirais oui, mais qui est son Dieu? Voilà, en fait, oui, bien sûr qu'il croit en Dieu, mais voilà, la question est de savoir qui est Dieu. On va dire que tous les Rastas sont d'accord pour dire que Haïlé Sélassié, Sa Majesté, est un être divin. Mais selon les maisons dont on parlait tout à l'heure, il y en a certains qui vont vraiment le placer comme Dieu et d'autres comme un Messie. Donc ça diffère un petit peu selon les différentes maisons. Mais en tout cas, oui, Rasta croit en une divinité. Moi, si je peux rajouter un peu un grain de poivre. Bon, non, ce que je voulais dire, est-ce que Rastafari croit en Dieu? C'est que ce que je voulais dire là, c'est que Rastafari croit non seulement en Dieu, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en le Dieu de la religion, tu vois, qui a été une entourloupe. Mais lui, Rastafari considère que nous sommes, parce que nous, on a une expérience vivante du divin, c'est-à-dire dans l'idée là, dans le sacrifice que c'est d'être Rasta, c'est que c'est pas une religion. Moi, je suis jamais allé dans une église. Lando, je sais pas s'il va tous les jours à l'église. La religion, c'est une institution. Je pense que c'est une institution organisée, comme un groupe organisé, tu sais. Mais ce que je voulais juste dire, c'était que dans la vision là, c'est que nous sommes en ce moment la révélation vivante de la Bible. Tu vois, genre, comme pour nous, la Bible, la révélation est en ce moment, puisque en fait,
le roi des rois, il est prophétisé en fait dans la Bible. Nous, en fait, la croyance Rasta, c'est que nous, on a la vraie expérience du Dieu. Parce que le Dieu nous guide pour faire le bien. Mais leur Dieu leur guide pour faire le mal. Quel Dieu va les guider à tuer des enfants, là, dans les djihad, ou je ne sais pas c'est quoi leur Dieu. Et donc, nous, oui, on croit non seulement en Dieu, on croit qu'on a carrément la révélation du Dieu vivant. C'est pour ça qu'on est avec la vie, qu'on protège la nature, qu'on défend les pauvres, qu'on défend l'injustice, parce qu'on les ramène l'équilibre. Non, pour moi, c'est une expérience. Hein. C'est que Rasta, c'est pas une religion. Quoi. C'est qu'au contraire, c'est une rébellion contre la religion à la base. Mais la vérité, si je dois parler en le nom de Rastafari, c'est que Rastafari, Sa Majesté, lui, était carrément le roi des rois, c'est-à-dire le représentant, l'élu de Dieu, le défenseur de la foi, c'est-à-dire l'empereur d'Éthiopie, le représentant de l'église orthodoxe éthiopienne, carrément. Tu vois, il y a des églises orthodoxes, il y a le Vatican, il y a les différentes églises, tu vois, et il y a les églises orthodoxes qui ne viennent pas du Vatican, des Romains qui, eux, ont crucifié Jésus. Mais il y a des plus anciennes églises, comme les églises de Russie, les églises coptes d'Égypte et les églises éthiopiennes. Et donc, carrément, l'éthiopienne étant, parce que là, je vous révèle le secret des secrets, mais c'est mon devoir de frère de partager. C'est que l'arche de l'alliance est en fait en Éthiopie, depuis l'histoire en fait du roi Salomon et la reine de Saba. Mais ça, c'est une partie de la Bible qu'ils n'ont pas mis dans la version actuelle de la Bible, de la King James Version que tout le monde a lu. C'est un livre de la Bible qui s'appelle le Kebra Negast, la gloire des rois éthiopiens. La gloire des rois, en fait, tout court, la gloire des rois. Parce que, en fait, quiconque qui a lu la Bible sait que la Bible parle de rois. Le peuple d'Israël a toujours eu des rois, tu vois, a toujours eu élus par Dieu. Des fois, ils étaient corrompus, ils tombaient, des fois, ils étaient bons, des fois, ils étaient braves, des fois, ils étaient justes, des fois, ils étaient tout ça. Donc, et dans la version voilà, donc la lignée des rois d'Israël, ok, c'est le roi David, le roi Salomon, que Jésus-Christ lui-même est de la descendue en fait de cette même lignée des rois. Et carrément dans l'histoire là, dans la croyance éthiopienne depuis des milliers d'années, en tout cas en ce qui concerne l'Éthiopie, dans leur croyance, et puis c'est que vraiment la lignée, puisque en fait le roi Salomon et la reine de Saba, qui étaient, certains disent, du Yémen, et ce que nous savons ou pensons être de l'Éthiopie, la reine de Saba, une reine africaine noire qui a entendu parler de la sagesse de Salomon, qui était le roi des Juifs en Israël. Et cette reine noire et ce roi juif ont été amoureux et ils ont eu un enfant. Et cet enfant-là, Ménélik, quand il était grand, a reçu la bénédiction en fait de Dieu, parce qu'à l'époque de Salomon, Israël était en déclin, parce que Salomon en fait s'était corrompu à vénérer tous les dieux de ses femmes. Salomon ayant des 1001 femmes, et il aimait trop la femme. Voilà le problème de Salomon. Et du coup, il avait toutes ses femmes, et ses femmes avaient des dieux et des croyances différents. Et du coup, il avait fait des autels et des temples pour toutes ces 1001 femmes, et Dieu, il n'était pas content. Et du coup, à cette époque-là, Dieu a dit avec l'ange, avec Ménélik, le fils là, des deux, quand tu vas rentrer en Éthiopie, là, tous les jeunes d'Israël, carrément, hein, ça c'est l'histoire, quoi. Tous les jeunes d'Israël, de Jérusalem et tout là, ils vont aller avec vous, avec les princes éthiopiens qui rentrent en Éthiopie. Et l'arche de l'Alliance, également, l'arche de l'Alliance qui tient, ça c'est, je veux dire, j'arrive, hein, mais l'arche de l'Alliance qui est l'objet le plus sacré d'Israël dans l'histoire, se serait envolé avec ce fils-là de Saba et de Salomon, et en Éthiopie, faisant en fait de, voilà. Donc, est-ce que Rastafari croit en Dieu? On croit carrément que, voilà, on parle je dirais oui. L'arche de l'Alliance, c'est en fait un objet qui était supposé être au temple de Jérusalem, qui a fait les tablettes de Moïse,
des tablettes en pierre que Moïse a écrit la loi dessus. Et c'est genre dans un gros chariot en or. Et cet objet-là, il est supposé être, il n'est pas à Jérusalem. Et je ne sais pas s'ils disent qu'il est là. Mais en tout cas, en Éthiopie, eux disent qu'il est là. Madame Julie, pardon, je vous redonne le mic, pardon. Non, mais c'est très bien de rajouter à mes dires, parce que justement, je ne suis pas la meilleure personne pour expliquer la foi à Rasta. Voilà, mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que ce que je n'ai pas du tout précisé, c'est que oui, la plupart des gens que j'ai rencontrés suivent la Bible, mais ils sont complètement contre le Vatican, par exemple. Pour eux, le Vatican a complètement changé par différentes traductions et différents moyens, changé le message premier de la Bible, et ils s'en servent à des fins malsaines, diaboliques. Et du coup, je trouve que, enfin voilà, c'est important de préciser ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi, qu'on entend dans le film, c'est que Dieu est en chacun de nous. C'est pas, enfin, voilà, le concept de Dieu, la question en fait qui m'a été posée, je sais pas quelle. Oui, bien sûr que Rasta croit en Dieu, mais voilà, le concept de Dieu est peut-être pas le même que dans d'autres religions, et Dieu est en chaque chose. Et du coup, voilà, moi, ce qui m'a beaucoup plu, on va dire, pourquoi je me suis lancée comme ça dans cette aventure qui avait beaucoup de chances de ne pas aboutir, parce que c'est quand même un énorme projet qui m'a pris plus de 4 ans de travail et beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est quand même parce que j'ai ressenti une énorme je me suis sentie très très touchée par ce mouvement, et en fait je pense que ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il y avait une cohérence dans ce mouvement. C'est-à-dire que moi je me suis beaucoup cherchée justement dans ma religion, dans mon utilité, le sens de ma vie, et en fait je suis rentrée dans beaucoup on va dire, de groupes, d'associations humanitaires, comme je disais, de protection des animaux, etc. Et à chaque fois, c'était des gens qui étaient pour une cause précise. Et pour moi, c'était pas dans un ensemble. Il n'y avait pas de logique, on va dire. On ne peut pas lutter pour une seule chose, puisque tout est lié. Je trouvais que c'était pas assez cohérent. Et en fait, quand j'ai commencé à connaître plus de la philosophie Rasta, je me suis rendu compte que les gens avec qui je discutais, ils étaient cohérents dans tout ce qu'ils disaient, dans tout ce qu'ils faisaient, dans la façon dont ils mangeaient, la façon dont ils s'habillaient, le fait de se nourrir qu'avec des choses qu'on plante, pas avec des choses qu'on nous donne, qui sont importées, qui ont traversé la mer ou qui nous attendent depuis 3 ans dans une boîte. Enfin, je trouvais que c'était des choses qui étaient très, très logiques, et ça m'a tout de suite parlé, parce que je me suis dit, c'est ça en fait, la foi, c'est dans tout ce qu'on fait, on s'en réfère à Dieu. Et en fait, je trouvais que c'était beaucoup plus logique que ce que j'avais vu ailleurs, voilà, dans différentes luttes, dans différentes religions. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée. C'est ce que je pourrais expliquer, en fait. Pour moi, c'est pas une religion, c'est tout un ensemble. Yes, sans oublier même des recettes de cuisine. Ou bien, est-ce que tu as mangé la cuisine Rasta? Est-ce que Oui. tu as mangé la cuisine Rasta? Je lui demande, parce qu'il y a la Rasta, c'est il y a une diète, il y a la diète Aital, et du coup, c'est carrément des plats qui sont uniques. Hein, Vas-y, ma soeur. Qu'est-ce que tu as goûté comme chose intéressante chez les Rastas? Alors, ouais, je ne parlerai pas de recettes, parce que c'est vraiment réussir à faire à manger avec, faire à manger avec ces produits. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on a là aujourd'hui, de ce qui a poussé. Ouais, j'ai goûté tellement de choses différentes. Et puis, dans tous les pays, toutes les îles, il y a des légumes, des fruits que je ne connaissais pas. Et du coup, non, je me suis vraiment régalée. C'était délicieux. Par exemple, moi, je me rappelle beaucoup du ackee en Jamaïque.
Donc c'est un fruit qui est extrêmement toxique en fait s'il n'est pas cueilli au bon moment. Donc il est interdit dans le monde entier, on va dire, sauf en Jamaïque. Et en Jamaïque, ils le cueillent quand il faut et ils le préparent, mais c'est vraiment un fruit qui est hors du commun. Ça ressemble à un fruit de mer un petit peu et ça a une consistance vraiment particulière. Et j'ai adoré ça. Tous les jus frais, en fait, souvent on m'apportait une assiette avec 10 000 choses différentes dedans et plein de couleurs et plein de saveurs et c'était une explosion du palais. Et ouais, je me suis régalée. Mais toujours végétarien ou bien? Oui, oui, moi je suis aussi végétarienne, je ne mange pas de viande, pas de poisson, donc de toute façon c'est ce qu'on m'a donné. Mais oui, la plupart des gens que j'ai rencontrés ne mangent pas de viande et certains mangent un petit peu de poisson. Mais j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui étaient complètement véganes ou des personnes qui mangeaient vraiment que ce qu'ils cultivaient, rien qui venait de l'extérieur. Il y a aussi des frères en Jamaïque. Profile qu'on voit dans le film, lui, il est crudivore, c'est-à-dire qu'il va manger que des choses crues et même il a des périodes où il mange que des choses qu'il trouve sur son chemin. Il va pas aller au marché, il fait pas confiance en les légumes du marché, donc il va aller se promener dans la forêt, manger ce qu'il va trouver. Et voilà, j'ai rencontré des gens qui ont des diètes vraiment qui vont essayer d'accéder à la diète la plus saine possible et je trouvais ça très intéressant. Est-ce que depuis, tu as changé ton mode de vie? Comment tu as changé ton mode de vie depuis? Après ce voyage-là, qu'est-ce qui a changé? Alors, je dirais, ouais, je vais vous répondre un peu comme une rasta peut-être, mais je crois que j'ai toujours senti, j'ai toujours été à la recherche du mieux, du meilleur, et du coup, c'est tout un chemin en fait. Il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie et ces 10 dernières années, je me suis vraiment coupée de tout ce qui était Babylone, de tout mon attachement au système. J'ai essayé vraiment de changer de vie petit à petit sur plusieurs années, mais du coup, je crois que le chemin avait commencé avant de rencontrer Rasta. Et après, le fait de rencontrer toutes ces personnes et de vivre vraiment en immersion dans la communauté Rasta, je crois que ça a renforcé en fait ma vision de la vie et du coup je me sens un peu plus en accord avec ce que je cherchais, ce que j'avais commencé dans mon chemin. Après, ce qui est vraiment fou dans cette aventure que j'avais pas du tout vue au départ, quand j'ai commencé à me dire bon je vais faire un film, je savais pas du tout que le film allait aboutir, qu'il allait avoir un film qui allait sortir de tout ça et que j'allais pouvoir le présenter comme ça dans tellement de lieux et puis même là de pouvoir le présenter même dans d'autres pays. J'ai trouvé ça vraiment sublime et en fait j'ai rencontré tellement de gens dans toutes ces projections et après il y a toujours donc un échange parce que j'essaie d'être toujours présente ou en tout cas en visioconférence pendant les projections et ça crée vachement de liens. Et en fait, je rencontre tellement de gens géniaux, tellement de gens qui ont la foi aussi en l'humain. Et là, dans ces moments, en ce moment très difficile, où on nous divise beaucoup, où on est vraiment dans un système babylonien, c'est très très important de créer ce lien. Et du coup, je pense que Rasta, ça m'a apporté ça aussi, c'est de rencontrer toutes ces personnes qui m'inspirent et d'avoir foi en l'humain en fait. Moi, j'ai une question à poser, c'est sur la tolérance du Rasta. Qu'est-ce que tu peux nous dire après tout ce parcours que tu as eu à faire et aussi savoir, est-ce que c'est, je ne peux pas dire héréditaire, mais est-ce que c'est une imposition pour les enfants qui sont nés dans les familles Rasta d'être Rasta ou bien on leur laisse le libre choix, quoi. La tolérance des Rastas envers les autres, quoi. Ouais. Et vis-à-vis des autres religions et du choix. Et le choix, en fait, de leurs enfants... Voilà, c'est la tolérance que tu as pu rencontrer. Ça, c'est intéressant parce que c'est des sujets qui sont souvent revenus dans mon voyage. C'est souvent des sujets où on a beaucoup débattu avec les gens que j'ai rencontrés. C'est vrai que moi, j'ai tendance à parler que du bon parce que je pense aussi que c'est plus intéressant de tirer les gens vers le haut que de pointer du doigt les problèmes. Mais
Du coup, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile d'aller à la rencontre des Rastas. Enfin, peut-être que je dévie un petit peu, mais c'était pour expliquer que moi-même, j'ai pas été forcément bien acceptée en étant française, blanche, non Rasta, enfin en tout cas sans dreadlocks, euh, et qui arrive avec du matériel audiovisuel, avec une grosse caméra, donc peut-être qui montre que j'ai plus de moyens. Donc c'est sûr que des fois j'ai été tout de suite jugée et ça a été des fois un petit peu compliqué quoi, de me faire accepter. Voilà, enfin du coup la tolérance elle est pas. Déjà moi j'ai un petit peu subi des fois du racisme anti-blanc où on m'a tout de suite jugée et puis on n'a pas voulu m'intégrer. Donc voilà, la tolérance elle a ses limites, mais après, ça dépend de chacun, je dirais. Chaque personne est unique et donc chaque rasta que j'ai rencontré va être plus ou moins tolérant. Mais c'est vrai qu'il y a des groupuscules, enfin des groupes qui vont être plus anti-blancs, qui vont parfois demander beaucoup de règles pour les femmes. C'est-à-dire que pour rentrer dans certains endroits, il fallait que je me couvre entièrement, les épaules, les jambes, que je me couvre la tête. Pour rentrer dans certains endroits, il faut prier vers l'est, se décharger de tout ce qu'on a de babylonien, d'argent, etc. Enfin, du coup, il faut aussi suivre tous ces principes pour être accepté, ce que je trouve logique. Enfin, moi, j'ai accepté de les suivre. Donc voilà, je pense j'ai du mal à généraliser. Je pense qu'il y a des rastas tolérants et des rastas moins tolérants. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus. Ouais, moi, j'ai envie de rajouter que il y a vraiment chaque rasta est unique parce que chaque rasta en fait la direction que rasta prend, c'est intérieur. Vous allez voir en quoi les autres religions disent la même chose au final, mais la vérité de la réalité de comment quelqu'un devient rasta, c'est qu'à un moment il est dans le society, il est dans la société. Il doit aller parce que la société, c'est la souffrance, you know. Donc là, c'est la réalité des Rastaman. C'est pas comme la transition, ça se fait comment. C'est que, en fait, c'est donc la direction, c'est intérieur, quoi. Donc on trouve la force en nous. Et du coup, je sais pas pourquoi je disais ça. T'as vu, j'ai un problème, hein, je fume la weed. Hein. Et on peut, voilà, j'aimerais une parenthèse santé, oui, le cannabis en surutilisation peut avoir des effets négatifs sur la mémoire. Donc, utiliser en modération. One love la famille. Fermez la parenthèse. Yes, Julie. Oui, et du coup, tu me fais rebondir. J'ai un peu envie de raconter mon expérience avec la maison Bobo Chanty. C'est avec les Bobo Chanty que j'ai eu le plus de soucis, comment dire, que j'ai eu du mal à les comprendre. Donc c'est la branche dont je parlais tout à l'heure qui est peut-être un peu plus droite, qui va vraiment avoir beaucoup de principes dans les camps Bobo Chanty. Il y a beaucoup de principes à suivre, et notamment envers les femmes. C'est-à-dire que quand les femmes ont leurs règles, elles peuvent pas aller à la rencontre des autres personnes dans le camp. Elles doivent rester isolées. Elles ne peuvent pas toucher la Bible. Elles ne peuvent pas préparer à manger à leur mari ou être dans le même lit. Donc il y a plein de règles comme ça que moi, ayant grandi, on va dire, dans une société occidentale, je comprenais peu. J'avais du mal à comprendre et je les trouvais assez strictes en fait dans leur façon de vivre. Et dans tout ce qu'ils demandaient justement aux membres des Bobo Chanty et puis en particulier aux femmes. Et donc je me suis souvent confrontée à des Bobo Chanty et je ne comprenais pas leur façon de suivre, tête baissée, ce qu'a inculqué Prince Emmanuel, celui qui a créé cette branche. Et pour moi, il fallait faire ses propres expériences pour pouvoir croire en quelque chose et pas juste absorber tout ce que Prince Emmanuel avait dit. Et en rencontrant toutes ces personnes, j'ai compris en fait que Bobo Chanty, c'est plus comme une école.
c'est plus un endroit où les jeunes vont aller, souvent quand ils sont perdus aussi. Ça a été créé en Jamaïque. En Jamaïque, il y a énormément de violence, il y a énormément, malheureusement, d'influence des États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de gangs. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Et en fait, Bobo Shanti, ça a été un moyen de rallier des jeunes qui étaient perdus et de les faire vivre dans un camp où il y avait énormément de règles. Et puis, on suit la Bible vraiment de façon très intense. Et je crois que ça a sauvé beaucoup de jeunes qui étaient vraiment pas dans le droit chemin. Et du coup, eux, ça va être des gens qui sont pas très tolérants, ou en tout cas qui demandent énormément aux gens qu'ils rencontrent. Et enfin, moi, je me suis confrontée à ça parce que j'ai pas la même façon de vivre, mais finalement, je les comprends aussi maintenant, quoi. Je pense que c'est nécessaire aussi des fois. Je pense que cette branche, elle est nécessaire pour certaines personnes qui ont vraiment besoin de suivre une ligne droite et qui s'en étaient trop détournées. C'est un peu ça mon analyse en fait de Bobo Shanti. Moi personnellement, ça me correspond pas, mais ça doit correspondre à d'autres gens. C'est vrai que ça fait même une ligne droite avec le turban, la façon qui c'est tout dans la droiture, quoi, Bobo Shanti. Oui. Le frère dit, ils sont très anti-blancs aussi, non? Oui. Oui, c'est sûr que c'est là que j'ai senti le plus de racisme anti-blanc. Après, voilà, je peux pas, moi je juge pas. Je trouve que voilà, il y a certaines personnes qui vont trouver leur voie là-dedans. Dans la tradition africaine, cette idée-là de respecter, que la femme qui était dans ses règles, c'était impur. Moi, ce que j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est ce côté-là, c'est que ce qu'on aime là-dedans, c'est que c'est vraiment une révélation aussi par rapport aux sagesses africaines, quoi. Moi, dans ma propre expérience et dans l'expérience ici avec les Rastas africains, comme je te disais, les Rastas africains, c'est vraiment différent que les Rastas dans le reste du monde. Il y a un autre exemple. En fait, moi, j'ai vraiment au début pas du tout compris Bobo Shanti, par exemple. Et après, j'ai rencontré une femme qui avait été amoureuse et qui avait été en couple, une femme blanche qui avait été en couple avec un Bobo Shanti. Et elle m'expliquait qu'en fait, lui, il la mettait sur un piédestal quand elle avait ses menstruations. Il faisait tout en sorte qu'elle ne se fatigue pas, parce que c'est un moment où il se passe plein de choses dans son corps, et du coup, il faisait tout pour qu'elle n'ait pas à faire à manger, et il était aux petits soins, en fait, quand elle avait ses règles. Et moi, je ne l'avais pas compris comme ça. Quand j'avais entendu parler, quand on m'avait parlé de ça, on m'avait dit, les femmes, quand elles ont leurs règles, elles sont impures, et on les met de côté. C'est ce que j'avais compris à la base. Et en fait, tout dépend de comment on l'applique et comment on comprend le message. Et du coup, j'ai rencontré aussi, c'est intéressant aussi de dire que j'ai rencontré plein de femmes qui, pour moi, sont des exemples de féminisme, parce que je dirais que dans le mouvement Rasta, j'ai rencontré beaucoup plus d'hommes que de femmes, et du coup, on retrouve aussi des fois plein de pensées très machistes, malheureusement, qui ne sont pas du tout l'idée première de Sa Majesté, Haïlé Sélassié, qui a lui carrément changé la constitution pour que sa femme soit couronnée le même jour que lui, impératrice. Et donc j'ai trouvé des fois que les femmes n'avaient pas forcément leur place, elles devaient se battre pour avoir leur place dans certaines communautés. Et voilà, et du coup j'ai rencontré des femmes qui m'ont expliqué qu'elles comprenaient ces règles et qu'elles les appliquaient parce que pour elles, c'était une façon de se reposer et de prendre soin d'elles quand elles étaient dans leur menstruation. J'ai envie de rebondir par rapport aux traditions africaines, en fait, et Sa Majesté Haïlé Sélassié qui était en train, en fait, son message s'adressait à la société féodale éthiopienne. À l'époque, c'était encore féodal, c'était une monarchie. Tu vois, donc le symbole pour INI qu'on voit, c'est par rapport à l'Afrique, l'Africa traditionnelle, ancienne, ancestrale, Abyssinie, le plus ancien empire d'Afrique non colonisé. Tu vois, c'est ça le symbole, il est quand même clair. Donc pour nous, ça parle de l'Africa.
de l'Afrique, en tant qu'ancestral, tu vois. Et du coup, la pertinence de Sa Majesté Haïlé Sélassie, c'est par rapport à comment amener cette Africa ancestrale dans la modernité. Et son enseignement est unique. Et par rapport à la façon de regarder la religion, de la spiritualité, la moralité, voilà. Donc, je voulais juste dire que voilà, ce message s'adresse à tout ça. J'aime beaucoup ce que tu dis, quoi, par rapport à quand tu as des comportements machistes. Je pense que ça doit être dénoncé. Et moi-même, tu vois, moi-même, je ne suis pas dans une église. Moi, tu sais, je vis le Rastafari dans mon aïe à moi, c'est mon Jah à moi, et je lis ma Bible, ça m'a guidé vers le roi. Je lis la parole du roi. Il m'a dit, regarde Africa, et je fais plein de bonnes choses. Et la gloire la gloire du Seigneur est vivante, quoi. Jah vit, Jah béni, et on vient le chanter et chanter la gloire, et on est heureux, quoi. Rastafari, yes I. Un petit poème d'Alpha D. Yes. En fait, il y avait aussi eu la question, en fait, je crois que la question c'est est-ce qu'on peut élever nos enfants et en faire des rastas. En fait, moi, ça m'avait pas mal questionné quand je suis allée rencontrer des membres du mouvement Rasta et que j'ai rencontré leurs enfants ou que j'étais chez eux pendant quelques jours, je voyais comment ils vivaient. Et en fait, ça, c'est assez compliqué. Je me suis souvent retrouvée dans des familles où les parents sont Rasta, mais les enfants, ils veulent autre chose. J'ai vu énormément de conflits avec des ados qui voulaient couper leurs dreadlocks et ça brisait le cœur des parents Rasta. Et en fait, je pense que c'est pas possible d'imposer à ces enfants d'être Rasta, comme on va retrouver aussi dans certaines familles des enfants qui n'ont pas envie de suivre les pas de leurs parents, que ce soit pour une religion ou pour autre chose. Et en fait, comme j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit je suis née Rasta, et en fait c'est plutôt la personne le sent en elle qu'elle est Rasta, et ça peut pas vraiment s'imposer aux enfants. Et voilà, c'était la parenthèse que je voulais faire par rapport à la question, mais je pense qu'on est Rasta et on peut pas imposer à quelqu'un de devenir Rasta. We give thanks. Je pense que c'est l'heure de faire la fête. I think it's time to party. Il y a une dernière question avec Kwete. Bientôt, on va faire la fête, vous inquiétez pas. MC DJ Marley, MC AJ Original, Reggae Kings of Akpakpa, you don't know. Get warming up. Soon we're going to party. We're just finishing conversation with our sister in France. And we give thanks and praise. This was wonderful, and it fills I and I with strength and love, and we give thanks. Strength and one love, Jano. Donc, vas-y, ma sœur, vas-y, tu finissais un truc. Non, je voulais vraiment te remercier de m'avoir invité. C'est un vide culturel en ce moment. C'est un vide. Moi, j'ai eu l'habitude de parcourir les festivals, parcourir la France, l'Europe, pour aller montrer mon film tous les étés. Et là, il n'y a rien, tout a été annulé. Donc, ça fait vraiment du bien de pouvoir projeter le film. Et en plus, en Afrique, pour moi, c'est magique, c'est sublime qu'on puisse diffuser mon film. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Et en plus de pouvoir discuter après, je suis juste très déçue de ne pas faire la fête avec vous, du coup, par la suite. Mais je suis vraiment très... Regarde, tu vas... Elle peut se réconforter parce qu'il y a aussi la famille Jah, le père Jah et la mère Jah qui ont invité à ce qu'on fasse aussi un visionnement à Ecologia chez eux là-bas, à la sphère Jah. Donc la conversation va continuer, on va aussi faire ça, d'autres documentaires. On peut en parler, peut-être toi et moi, tu peux m'aider à me guider là-dessus. J'ai eu du mal à trouver des documentaires ou en tout cas des films en français, quoi.
Tu vois, c'est ça le challenge, c'est tout en anglais. Saying all the movies about Rasta are in English, you know, having trouble finding in French. So, you know, mais je sais qu'il y a le film sur le reggae français, il y a un film sur le reggae français qu'ils ont fait récemment. D'Alexandre Mais c'est pas vraiment sur le Rasta, quoi, mais... C'est plus sur reggae, ouais. Oui, après, en français, ça va être compliqué. Après, il y a un très beau film qui s'appelle Le Premier Rasta, d'Hélène Lee. Hélène Lee, elle a d'abord écrit un livre, puis elle a fait un film sur Leonard Howell, qu'elle considère comme le premier Rasta, qui avait créé le Pinacle en Jamaïque, qui a dit on arrête de payer un impôt à la couronne d'Angleterre, mais on va plutôt se tourner vers Haïlé Sélassié. Et ce film est vraiment très beau. Si vous avez l'occasion de le voir, Le Premier Rasta, c'est aussi un film fait par une réalisatrice française, mais où il y a énormément de dialogue en anglais. Mais ouais, n'hésitez pas à le voir. Le Premier Rasta sur YouTube. Ok. Mais merci beaucoup en tout cas. Je suis vraiment contente. J'imagine qu'il y a pas mal de monde. Je ne vous vois pas vraiment, mais merci beaucoup de m'avoir fait participer à cette soirée. Ma soeur, ça me fait... Tout le monde te dit merci. Tout le monde te dit merci beaucoup. Big up, Lodge. Big up, Lodge. Yes, sir. À l'aise. Bon, on vous souhaite une bonne soirée alors. Et puis, avec plaisir. Donc, on se revoit bientôt. Ouais. Peut-être à la Sphère là. Et puis, la prochaine étape, on t'amènera en Afrique one day, you know, in timing. Je reviendrai. Vous inquiétez pas pour ça. Yes, I. Yes, I. Bless up. Big up. Big up. One Merci perfect beaucoup. love. Bravo. Ça te bénisse beaucoup. On est ensemble. C'est la CIA. Rastafari, merci beaucoup. One love. One love. From Benin, from Cotonou. Yes, to France. Yes, I. One love, Shashamane. Respect, Shashamane. Big up, Shashamane. Jaja bless, Shashamane. Say one love, Shashamane. Respect, Shashamane. Big up, Shashamane. Jaja bless, Shashamane.